Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Excast. Cette semaine, nous vous proposons un premier épisode sur le secteur assurantiel, le premier d'une série de 5 sur cette thématique. En effet, les nouvelles technologies constituent un vecteur essentiel de la transformation des acteurs de l'assurance. Pour ce premier épisode, c'est l'assurance du risque cyber qui sera abordée. Vol de données informatiques, virus, piratage et les cyberattaques représentent une nouvelle forme de risque et notamment pour les entreprises. En effet, en 2019, le cyberrisque est devenu le premier risque mondial pour les entreprises, devant le risque d'incendie. En France, 65% des entreprises déclarent avoir subi une cyberattaque dans les 12 derniers mois. Aussi, 57% des entreprises attaquées ont eu à supporter des conséquences financières importantes et souvent une atteinte à leur image. Dès lors, l'intervention de la cyberassurance semble être pertinente pour limiter les divers dommages entraînés par ces attaques. Aujourd'hui, nous allons traiter de ce sujet avec notre invité, maître de conférence à l'Université de droit à Nice et membre du GREDEG, groupe de recherche en droit, économie, gestion, mais aussi spécialiste du domaine assurantiel. Anne Trescaz, bonjour. Peut-être pourriez-vous, pour commencer, afin de poser les bases, éclairer nos auditeurs sur la notion de risque cyber en lui donnant une définition. Je vous remercie. Alors, vous n'avez pas choisi le risque le plus simple, en l'occurrence, à traiter, parce que le risque cyber, on l'aura bien compris, est un risque complexe. Et lorsqu'on demande effectivement de le définir, on se rend compte qu'il n'y a pas de définition uniforme, mais plutôt une réalité, on va dire, protéiforme. Alors, une chose est certaine, vous l'avez mentionné dans vos propos liminaires, avec la robotisation, la digitalisation des produits et des services, ainsi que leur automatisation, le risque cyber est au cœur des préoccupations depuis maintenant une petite dizaine d'années. Et on constate à contrario, le marché de l'assurance de ce risque est loin d'être arrivé à maturité. Alors, les raisons sont plurielles, on y reviendra un peu plus tard, je le pense. Alors, vous le disiez également, si aujourd'hui le marché du risque cyber est important, ça reste surtout le marché de demain en termes de souscription et de montant de couverture. Même si l'offre, là encore, on pourra en rediscuter tout à l'heure, est trop peu développée. Alors, le risque cyber, si vous me demandiez une définition simple, je dirais que c'est en fait toute atteinte au système et aux données. Alors, toute atteinte au système et aux données, c'est peut-être quelque chose d'un peu court, mais c'est quelque chose en fait qui englobe la réalité du risque cyber. Et si on veut opérer une catégorisation un peu plus fine, on peut imaginer les hypothèses les plus courantes que vous avez signalées tout à l'heure, les vols de données, l'extorsion, la fraude, la modification ou le détournement de produits, comme le virus ou la perturbation des infrastructures et des attaques informatiques. Donc, on le voit, un risque complexe, une réalité protéiforme. La vraie difficulté, mais je pense que vous allez me poser la question effectivement ultérieurement, c'est de savoir comment répondre effectivement à ce risque auquel les entreprises sont un peu plus sensibilisés, mais pas tant que ça. Effectivement, la question qui suit était comment et sur quels critères se fait l'évaluation du dommage entraîné par un risque cyber, de par sa complexité. Alors, ici, la difficulté, en fait, elle est de plusieurs ordres. Je ne vais pas répondre directement, en fait, vous l'aurez bien compris, à votre question. La question réside dans le fait de savoir comment le risque cyber surgit. Et on se rend compte que ce type de problème peut résulter effectivement d'origines très, très diverses. Alors, bien évidemment, il y a les accidents aléatoires, les accidents aléatoires qui restent rares, une panne informatique, une catastrophe effectivement totalement aléatoire, mais en règle générale, on se doute bien que ces problèmes résultent de l'action alors d'acteurs publics, très rarement, d'acteurs privés, beaucoup plus souvent, isolés ou non, et même parfois d'organisations terroristes. On pourra effectivement peut-être revenir sur ces questions dans les questions diverses. Alors, on le sait, ces acteurs maîtrisent les mécanismes informatiques, les utilisent à leur profit. Je pense par exemple à l'utilisation de la technologie blockchain pour le paiement des rançons pour éviter toute traçabilité. Alors, les conséquences, pour le coup, sont plurielles également. Pour les entreprises, puisqu'on parle aujourd'hui des entreprises, on l'a bien compris, les conséquences, elles peuvent être matérielles, bien sûr, mais elles peuvent être, et je dirais même surtout, immatérielles. Alors, quand on parle de conséquences matérielles, bien évidemment, il va y avoir une atteinte au serveur, il va y avoir une atteinte au matériel informatique. Ça, c'est des questions que l'assureur va pouvoir régler très facilement, même si l'évaluation du dommage peut rester complexe. Et ce n'est pas la vraie difficulté auquel nous nous heurtons aujourd'hui.
les conséquences immatérielles soulèvent les plus grosses difficultés aujourd'hui. Toujours dans vos propos liminaires tout à l'heure, vous avez évoqué, je crois, la réputation. Et effectivement, la réputation, en termes d'évaluation du dommage, c'est très complexe. Quand une entreprise a été victime d'une attaque cyber, on se rend compte que plus de la moitié d'entre elles, je crois que le pourcentage qui a été affiché il y a quelques mois dans un rapport était 67% des entreprises victimes d'une attaque en fait cyber faisaient l'objet d'une procédure collective dans les 12 mois qui suivaient. Et donc ça, on le comprend bien en termes assurantiels, en termes d'évaluation du dommage, ça ne se quantifie pas. Et comme ça ne se quantifie pas, c'est les conséquences immatérielles qui sont difficilement quantifiables en termes de réputation, bien évidemment face au RGPD, mais pas seulement, en termes de brevets, en termes de marque, en termes de perte d'exploitation. Et vous l'aurez bien compris, la réponse assurantielle n'est certainement pas la seule réponse que l'on peut effectivement fournir face, en l'occurrence, au risque cyber. Et la perte de confiance de ses clients, en l'occurrence, ne pourra jamais être compensée par une couverture assurantielle tout à fait, en l'occurrence, adéquate. Alors, ça ne veut pas du tout dire que les couvertures assurantielles sont inutiles. Ça veut dire que les couvertures assurantielles pour les risques immatériels soulèvent des difficultés. Que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, il existe des lois visant à garantir la cybersécurité ou la cyberdéfense. D'ailleurs, l'ONU, dès 2003, avait engagé une réflexion sur les enjeux du numérique, dont ceux de la cybersécurité. Mais la démultiplication récente de ces cyberassurances reflète-t-elle une carence des pouvoirs publics quant à la protection des individus contre ces attaques ? Je ne le pense pas. Alors, on peut légitimement, en l'occurrence, s'interroger. On est face, en l'occurrence, à un risque nouveau. Et comme tout risque nouveau, il faut un niveau de maturité pour arriver effectivement à le circonscrire, pour pouvoir, pas le maîtriser, mais pouvoir le prévenir et pouvoir effectivement opérer une culture de ce risque auprès des parties prenantes. Je pense au contraire que les États, quels qu'ils soient, ont mené effectivement des actions plus ou moins concertées pour arriver à un niveau de sécurité extrêmement, en l'occurrence, élevé. Donc le problème ne relève pas, en l'occurrence, des acteurs publics. La véritable difficulté relève aujourd'hui de la correspondance effectivement des enjeux entre les acteurs publics qui, eux, s'en sont saisis maintenant il y a plus d'une quinzaine d'années, et les acteurs privés qui, bien qu'ils se soient engagés sur une course vers la digitalisation, subie souvent et choisie parfois, en l'occurrence, ont laissé un peu le risque cyber, en l'occurrence, de côté. Alors, c'est également la faute des assureurs, et on pourra en discuter un tout petit peu ensuite, parce que, on l'a bien compris, le risque cyber, c'est un marché, mais c'est un marché effectivement compliqué qui reflète pas mal de contradictions. Et aujourd'hui, si on propose des assurances cyber, la question qui peut se poser, est-ce que ces assurances cyber couvrent bien, en l'occurrence, le risque cyber? Je serai mesurée, vous l'aurez bien compris, dans ma réponse. Mais ça ne répond pas forcément, pour rester sur votre question, à une carence des pouvoirs publics, bien au contraire. Ça répond à un besoin des acteurs privés de répondre effectivement à la conformité parfois que leur demandent, en l'occurrence, les acteurs publics. Quand, avec l'introduction du RGPD, vous pouvez avoir des amendes extrêmement importantes si, suite à une attaque, vous violez une obligation légale, vous n'avez pas forcément, on va dire, les épaules financières pour pouvoir y résister seul. Et lorsqu'on ne peut pas s'assurer effectivement seul, ou qu'on n'a pas la possibilité de créer des captives d'assurance, par le biais effectivement de ces entreprises ou par le biais de filiales, effectivement, la solution assurantielle vient pallier les possibles difficultés auxquelles pourront se heurter ces entreprises aujourd'hui et surtout peut-être dans les prochaines années. Vous avez énoncé précédemment le marché de l'assurance. Et alors, quelles sont les évolutions récentes relatives au marché de l'assurance vis-à-vis du risque cyber ? Alors, il n'y a pas le même niveau d'appétence pour ce risque, donc on l'a bien compris, pour les parties concernées, donc les entreprises, mais également pour les assureurs.
Alors, on s'est rendu compte que ce risque, longtemps, il a été inclus dans la responsabilité civile professionnelle. Il a été inclus dans les assurances dommages que pouvaient conclure les entreprises, où il n'a constitué qu'une simple extension, en l'occurrence, de ces polices. Cela pose d'ailleurs un problème dont vous avez certainement dû entendre parler, c'est celui des garanties silencieuses. Les garanties silencieuses ont donné lieu à un rapport de la CPR, hein, le gendarme de l'assurance, le 12 novembre 2019. Ce rapport dont vous avez sûrement eu connaissance, il est intitulé «La distribution des garanties contre les risques cyber par les assureurs». Alors en fait, l'idée, c'est de dire quoi? Il y a des garanties implicites. C'est quoi des garanties implicites? C'est celles qui sont en fait ni incluses, ni exclues, pardon, des polices d'assurance effectivement des entreprises. Et en fait, face à ces difficultés, alors ça nous rappelle quelque chose, hein, les pertes d'exploitation sans dommage suite à la fermeture, bien évidemment, des restaurants. Eh bien, une clarification de ces contrats a été sollicitée. Elle était plutôt bienvenue, sauf qu'elle a produit en fait un effet peut-être inverse à celui, en l'occurrence, recherché. Le but du jeu, c'était de faire prendre conscience aux entreprises qu'elles devaient, en l'occurrence, être sensibilisées à ce risque cyber. Et en fait, l'effet qui s'est produit suite à la publication de ce rapport, ça a été tout simplement celui en l'occurrence, de se rendre compte que les assureurs ne voulaient peut-être pas prendre en charge, en l'occurrence, le risque cyber et décider de l'exclure de manière effectivement ferme, hein, pour éviter des interprétations de clauses qui pouvaient donner lieu, en l'occurrence, à indemnisation. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à tort avant, on pouvait penser qu'on était couvert. Aujourd'hui, on sait qu'on ne l'est pas. Et face à cet effort de clarification, les assureurs se sont positionnés, en l'occurrence, sur ce nouveau marché et ont proposé, si vous voulez, 3 grands types de volets de garantie. Alors l'idée, c'est quoi? Il y a un premier volet, généralement qui est compris dans la responsabilité civile professionnelle des entreprises, où on propose de prendre en charge les frais de défense et les conséquences pécuniaires en fait, au type des réclamations des tiers. Par exemple, comme on le disait tout à l'heure, en cas de violation d'une obligation légale, hein, relative aux données. Alors, on le sait que c'est très important depuis l'introduction du RGPD en 2018 et que les sommes importantes à payer peuvent se révéler extrêmement lourdes pour les entreprises et mettre en péril leur activité. Alors, bien évidemment, dans ces cas-là, l'assureur va évaluer le risque et corrélativement va imposer aux assureurs, aux clients une prime à payer correspondante au risque potentiel auquel la dite entreprise est exposée. Alors ça marche plutôt pas mal et la majorité des entreprises, effectivement, proposent aujourd'hui ce type de garantie. Il y a un deuxième volet qui est un peu plus rare et qui est pris en charge par certaines sociétés d'assurance seulement, pour le coup, c'est justement les fameuses pertes d'exploitation, qu'elles soient directes ou indirectes. Alors, il y a ces pertes d'exploitation, bien évidemment, il y a les frais d'exploitation supplémentaires qui peuvent être engendrés suite effectivement à une attaque cyber. Il y a des frais de reconstitution de données, des salles informatiques. Et puis, bien sûr, il y a la cyberextorsion, hein, avec les rançons à payer. D'ailleurs, une petite remarque, hein, en France, on paye plus de rançons qu'ailleurs. Ça interroge. Et ça interroge également, en l'occurrence, les assureurs, dans la mesure où si on paye plus de rançons qu'ailleurs, on rend effectivement nos systèmes peut-être plus perméables aux personnes qui sollicitent des rançons et qui se disent que comme il est plus facile effectivement de se les voir payer en France, pourquoi ne pas attaquer des systèmes français? Il y a ce dernier volet, difficile à mettre en œuvre parce que ça suppose effectivement pour les assureurs de mettre en place des systèmes beaucoup plus élaborés, c'est un volet d'assistance. On va se tenir à la disposition effectivement des assurés qui auraient souscrit ce type de couverture pour pouvoir pallier immédiatement les conséquences attachées à une cyberattaque de l'un des assurés pour lesquels ils travaillent. Donc on l'aura bien compris ici, hein, la clé, elle réside surtout dans les plans de continuité d'activité, dans les plans de reprise d'activité, dans des conditions les plus rapides possibles. Et c'est là-dessus, effectivement, que le marché peine à se développer parce que c'est là où il est très difficile, effectivement, de mettre en place des équipes opérationnelles et surtout que cela coûte très cher et que les entreprises ne sont pas forcément encore dans une démarche de culture du risque qui, si vous voulez, les autorise à penser qu'il faut payer très cher
pour en contrepartie avoir des garanties parfois en nature qui sont indispensables à la pérennité, en l'occurrence, de leur entreprise. Et le vrai problème du risque cyber aujourd'hui, alors je suis ravie que les étudiants s'y intéressent, c'est quoi qu'en disent et quoi que déclarent les entreprises, puisque vous nous avez donné des chiffres dans vos propos liminaires, mais la sensibilisation au risque cyber, elle est très faible encore sur notre territoire, mais même en dehors de nos frontières. Et le volet prévention est encore, à mon goût, là encore, beaucoup trop faible. Vous dites justement que c'est beaucoup trop faible, mais on voit tout de même de plus en plus d'entreprises s'assurer contre ce risque cyber. D'après vous, cela deviendra-t-il une nécessité pour les personnes morales et, a fortiori, pour les personnes physiques, notamment au regard de la protection des données personnelles, que de s'assurer pour ce risque? Alors, moi, je vais vous retourner la question pour être sûr de pouvoir y répondre. Est-ce que vous entendez par nécessité, obligation? Nécessité dans le sens où, ce sera nécessaire pour pouvoir, être protégé et justement répondre à des dommages que l'attaque pourrait procurer. À terme, une obligation, mais au départ une nécessité dans le sens où, elle perdrait des finances colossales. Ça relève du bon sens. En fait, souscrire une assurance cyber, ça relève du bon sens, à condition que l'assurance cyber corresponde exactement aux besoins de l'entreprise. Et la vraie difficulté aujourd'hui, c'est de faire du sur-mesure avec des contrats standards. Donc oui, les personnes morales et les personnes physiques ont tout intérêt, en l'occurrence, à s'assurer. La question qui se pose, c'est sont-elles en capacité de s'assurer et donc peuvent-elles payer des primes correspondantes à la protection qu'elles souhaiteraient? Si telle est la question, la réponse est de manière quasi certaine négative. Aujourd'hui, il est nécessaire de se couvrir contre le risque cyber. Pour se couvrir contre le risque cyber, on peut souscrire une assurance, mais on aura bien compris, ce n'est pas le seul arsenal pour se protéger, en l'occurrence contre le risque cyber. Alors aujourd'hui, les assureurs, vous savez, ils ne se contentent pas de vous fournir en gros une indemnité lorsque vous vous heurtez à une difficulté. Ils ne sont pas là pour simplement réparer le dommage. Je crois que demain, la place de l'assureur dans le risque cyber, ça sera justement d'assister les entreprises dans une démarche de prévention. Et en fait, c'est la raison pour laquelle demain, le bon sens, ça sera justement la sensibilisation et la prévention de toute personne, qu'elle soit physique ou morale, avant la souscription d'une assurance qui n'est pas aujourd'hui arrivée à maturité. Et tant que le risque ne sera pas suffisamment mutualisé, les primes d'assurance se révéleront beaucoup trop chères et excluront de fait une partie de la population de ce type de. Peut-être une dernière question. Est-ce que pour vous, l'assurance des cyberrisques vous paraît-elle justement être une solution suffisante pour pallier ces attaques? Absolument pas. Absolument pas. L'assureur fait partie de l'arsenal pour effectivement éviter à une entreprise de couler suite à une cyberattaque. Aujourd'hui, à l'intérieur de l'entreprise, le véritable défi est de sensibiliser toutes les parties prenantes, de la première ligne à la dernière ligne. Alors, il faut toutes les équipes opérationnelles, bien évidemment, qui doivent être sensibilisées. Ce n'est pas uniquement le top management à ce type de risque. La pandémie l'année dernière, avec la généralisation, la systématisation maintenant, puisqu'on parle de systématisation du télétravail, risque de faire bouger les lignes. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, effectivement, se rendent compte qu'elles sont beaucoup plus perméables à ce type, effectivement, de difficultés. Et corrélativement, on se rend compte qu'elles ne sont pas prêtes à dépenser de l'argent pour pouvoir effectivement assurer un meilleur système de sécurité. Là encore, un des derniers rapports qui est paru il y a quelques semaines montre que seulement 49% d'entre elles ont investi un peu plus dans la sécurité effectivement de leur réseau. Alors, je pense que ça passe d'abord par une sensibilisation effectivement des personnes parce que la défaillance est d'abord humaine
elle peut être ensuite technique et l'assureur pourra se positionner, si vous voulez, in fine sur le terrain financier, mais en dernière ligne. Et l'idée, c'est d'utiliser l'assurance, non pas comme une solution miracle, mais d'utiliser effectivement l'assurance comme une arme, une corde à son arc effectivement supplémentaire dans cette lutte contre la cybercriminalité. Madame Trescaz, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Pour tous nos auditeurs, vous pouvez retrouver tous les liens pertinents en description de cet épisode. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les différents réseaux. Un grand merci enfin de nous avoir écoutés. À bientôt.